Bonjour et bienvenue sur le plateau du GAX 2024. Nous sortons à l'instant d'une table ronde qui évoquait toutes les incidences de la jurisprudence La Poste. Avec moi sur ce plateau, trois des intervenants sur cette table ronde. Je vais présenter Emmanuel Rollin. Bonjour. Emmanuel Rollin, vous êtes directeur juridique conformité et risque de la société Colas et vous nous faites aussi l'honneur d'être membre du conseil scientifique des BLF. À côté de vous, Philippe Portier. Philippe, vous êtes avocat au barreau de Paris mais également de New York et vous êtes associé du cabinet Jantet. Et enfin, Anthony Ratier, vous êtes Head of Partnership and Fundraising de ESS Forum International. La question que je voudrais vous poser pour revenir sur les débats que vous venez d'avoir, c'est est-ce que, à la suite de la décision de La Poste, qui a fait beaucoup de bruit et coulé beaucoup d'encre, il faudrait-il, selon vous, revoir la cartographie des risques et les plans de vigilance au sein de l'entreprise? Emmanuel? Je ne crois pas que fondamentalement nous ayons à revoir. La décision de La Poste, elle est venue éclairer un vide de la loi par rapport à ce qui était prévu dans la loi Sapin 2 pour la cartographie AFA. On n'avait pas d'indication sur comment faire ces cartographies. Dans les entreprises, on s'est inspiré de ce qu'on avait fait pour les cartographies loi Sapin pour décliner les cartographies des risques, devoirs de vigilance. Ce n'est pas parfait, c'est à améliorer. Cette décision nous éclaire. Il y aura d'autres décisions qui préciseront le dispositif, mais on ne va pas fondamentalement changer ce qui est lancé aujourd'hui et qui semble finalement validé par cette décision, c'est-à-dire s'inspirer de ce que les entreprises avaient lancé sur la cartographie Sapin. Même si cette fois-ci, on va beaucoup plus loin qu'un simple risque de corruption. D'accord, donc un éclairage, mais pas besoin de modifier substantiellement sa cartographie des risques. Pas de révolution fondamentale. D'accord, et son plan de vigilance. Philippe, est-ce que l'avocat a un autre point de vue? Qu'est-ce qu'il conseillera à son client à la suite de cette jurisprudence? Il va dire tout dépend, parce que fondamentalement, ce que rappelle La Poste, enfin la décision La Poste, c'est qu'il faut faire la même chose que ce qu'on faisait effectivement en matière de Sapin 2. C'est-à-dire qu'il faut avoir une approche bottom-up, il faut interroger les systèmes, les fonctionnements, les personnes, et voir ensuite comment cela peut faire survenir des risques. Ça, on le savait. Donc de ce point de vue-là, je ne dirais pas que ça change grand-chose à ce qu'on savait ou ce qu'on subodorait. En revanche, ça pourrait changer la manière dont les entreprises suivaient les conseils qu'on pouvait leur donner. C'est-à-dire que certaines ont estimé que comme ce texte est flou à tous les égards, on ne sait pas ce que c'est qu'une cartographie dans le texte, on ne sait pas quels sont les risques à évaluer, et il n'y a pas de sanctions très précises associées. D'ailleurs, on le voit, la décision à La Poste, il n'y a pas de sanction derrière, il y a juste une injonction à corriger le tir, et de ce point de vue-là, c'est une décision qui est d'ordre pédagogique plus qu'autre chose. Mais voilà, c'est plus dans la perception des enjeux et de la manière de faire, c'est-à-dire que nous, on faisait des recommandations en tant que conseil, nous, on est externe à l'entreprise, et c'est facile de faire le conseilleur n'est pas payeur, donc toute la difficulté du devoir de vigilance et de celui qui va venir avec la directive, c'est les coûts de mise en place de ces systèmes qui vont être stratosphériques si des outils, notamment numériques ou communs, on va dire, ne se mettent pas en place. Mais voilà, donc nous ça ne change pas grand-chose à ce qu'on pouvait recommander parce qu'on avait déjà nos méthodes sur les cartographies Sapin 2 qu'on transposait dans la mesure du possible en extirpant des textes les plus standards en matière de droits de l'homme, d'environnement, de protection des personnes, de santé, ce qui pouvait véritablement poser des difficultés. Mais à partir de là, c'est les questionnaires qui doivent vraiment rentrer sur le terrain, et c'est un gros travail. On voit bien la difficulté aujourd'hui. C'est au-delà de la méthodologie, c'est la mettre en œuvre qui est compliquée. Je crois que la méthode, tout le monde la connaissait. Merci beaucoup, Philippe. Donc une décision qui est claire, une décision pédagogique. On a entendu l'entreprise, on a entendu l'avocat. Anthony Ratier, alors la position de l'ESS Forum International. Alors, sur la société civile en général, alors cette décision en fait est plutôt une invitation au dialogue partie prenante, et donc c'est plus au niveau de la méthodologie que ça peut changer des choses, c'est-à-dire co-construire sa cartographie des risques avec les parties prenantes, que ce soit les parties prenantes internes, donc les organisations syndicales, ou externes, c'est-à-dire les ONG. C'est en cela qu'elle est intéressante. Reste en fait la question du choix des parties prenantes et de la montée en compétence de ces parties prenantes. C'est-à-dire qu'il y a encore un travail en matière justement de devoir de vigilance
droits humains, environnement, de la part des organisations syndicales qui ont un besoin de formation, les délégués syndicaux ont besoin aussi de formation, mais également au niveau des ONG qui sont mises devant leurs responsabilités pour justement faire une forme de partenariat avec les entreprises pour pouvoir faire une cartographie des risques qui puisse être pertinente et qui aussi, là ça a été dit auparavant, qui fasse bottom-up et non pas du top-down. Merci infiniment, c'était éclairant, pédagogique. Je vous remercie de vous avoir prêté au jeu de cette vidéo. J'espère qu'on se reverra bientôt sur ce plateau. À très vite. Généralement. Merci. Merci infiniment à tous les trois.